Non, mais le 3-2-1, là. Bonjour à tous, merci pour votre présence du coup à notre table ronde. Est-ce que vous pourriez simplement nous préciser dans le chat que vous voyez bien l'écran? Bon, ça, je pense qu'il n'y a pas de problème et que vous nous entendez bien aussi. Bonjour tout le monde. Oui, il y a quelques personnes connectées. On a juste besoin d'avoir votre confirmation, si possible, dans le chat. Super, ok. Merci beaucoup. Donc effectivement, le chat est mis à disposition. Donc moi, j'ai mon PC, je pourrais donc voir les questions et donc les poser en direct du coup à nos consultants. Donc on va démarrer. Merci encore du coup pour votre présence. Très rapidement, donc je vais présenter Synapsys. Donc on est une société de services spécialisée dans la gestion des infrastructures. On a un certain nombre d'expertises, notamment sur les aspects cloud, DevOps, Modern Workplace, cybersécurité et data. Donc voilà, on est une ESN composée de 150 consultants environ, répartis à Lille, à Lyon et à Paris. Donc j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Achille, Rami et Bastien pour animer donc cette table ronde, ce débat, cette discussion autour du rôle du SysOps. Voilà, c'est ce genre de discussions qui sont importantes pour nous et pour vous donner un peu de visibilité sur les coulisses de Synapsys. Nous, à l'intérieur de Synapsys, on est répartis en squads. Donc, ce sont des communautés techniques. Je sais pas si Rami, tu veux dire quelques mots? Alors bonjour tout le monde déjà et merci d'être présent. Donc moi je suis squad leader côté DevOps justement. Et qu'est-ce que c'est qu'une squad en fait? C'est un regroupement de personnes qui ont une appétence particulière pour un domaine. Ça peut être Modern Workplace, Cloud, Data, DevOps. Et en fait, ce qui est intéressant entre nous, c'est qu'on peut se faire des webinars, on peut se partager les formations, on s'entraide entre nous et on a différents canaux de discussion où on peut échanger sur ces technos-là. Exactement. Donc, n'hésitez surtout pas. L'objectif, c'est que ce soit interactif. Donc, vous pouvez nous poser vraiment toutes les questions, intervenir durant la discussion et puis voilà, nous donner votre avis aussi tout simplement ou alors nous partager un petit peu vos réflexions. Donc, merci à tous. On va démarrer. Donc, déjà, pour un petit tour de table, je ne sais pas si vous voulez vous présenter. Bonjour tout le monde. Alors moi, je m'appelle Achille, j'ai 27 ans, je suis ingénieur DevOps chez Synapsys depuis 1 an. Je suis en mission chez un gros client avec du coup un SI de grosse envergure, ce qui implique du coup que le DevOps, c'est un peu le quotidien chez nous. Voilà, j'ai une petite appétence un peu pour l'automatisation et le scripting, comme tout à chacun. Donc bonjour tout le monde, moi je m'appelle Rami et donc moi j'ai un profil un peu particulier parce que j'ai de nombreuses années de dev derrière moi. J'ai été 5-6 ans, enfin nombreuses, 5-6 ans développeur back-end de Java et après je me suis orienté vers tout ce qui était DevOps. Et là ça fait donc 5-6 ans aussi que je suis full DevOps et sur du cloud aussi. Et Bastien. Alors bonjour à tous, moi c'est Bastien Roussel, donc je suis ingénieur système et réseau, spécialisé plus particulièrement en virtualisation et gestion de data center et d'infrastructure. Et donc ça va faire 3 ans que je travaille chez Synapsys pour des clients de grands comptes. Et voilà. Merci beaucoup. Donc effectivement, aujourd'hui, le sujet qui nous rassemble, c'est l'évolution du métier du SysOps. On a préparé quelques questions en amont, on va faire vraiment le tour de la question, mais vous êtes aussi concernés, j'imagine, par cette discussion parce que vous vous êtes inscrits. Donc voilà, n'hésitez pas à nous partager vos réflexions. Donc, le rôle du SysOps aujourd'hui, et comment est-ce qu'il va se profiler sur les prochaines années en tout cas. Est-ce que si on devait faire un constat aujourd'hui, finalement, vous pourriez en parler un petit peu, sachant que vous êtes tous les trois d'un ADN différent aussi, avec une vision différente. Donc, ça, c'est justement quelque chose qui peut... D'ailleurs, avec vous, on peut compléter ces différents types d'ADN parce qu'on a tous des profils en fait différents, on n'a pas tous la même carrière. Donc, n'hésitez vraiment pas à réagir et c'est justement comme ça qu'on va pouvoir échanger et on va aussi pouvoir adopter notre discours. Donc, moi, comme vous l'aurez compris, je viens beaucoup plus du monde du dev back-end, dev sur du cloud. J'ai touché un peu du doigt la data et un peu du front. Mais donc maintenant, je suis full DevOps et d'ailleurs pour un gros compte, pour un monde bancaire. Donc, j'ai une vision du DevOps qui est vraiment peut-être qui peut perturber notamment ceux qui se disent SysOps. Parce que on pourrait penser qu'on est complètement à l'opposé. Mais justement, je pense qu'il y a un peu moins il y a beaucoup d'a priori là-dessus.
De mon côté, moi, je suis plus SysOps côté infrastructure. De tout ce qui va être de la couche physique à la couche virtualisation. Donc, ça va être de la gestion en masse et de l'automatisation de data center. De plus en plus, maintenant, dans le monde du data center, tout est automatisé pour pouvoir prendre la montée en charge comme un cloud classique. Donc, voilà. Et moi, à l'opposé de mes collègues, je suis plutôt côté exploitation, donc vraiment SysOps. Du coup, je suis un client grand compte, pareil que mes collègues. Mais du coup, je vais plutôt être dans l'équipe exploitation qui va gérer du coup une flotte de serveurs assez conséquente, ce qui implique du coup beaucoup d'automatisation quotidienne, que ça passe par le DevOps, par le scripting ou par d'autres technologies. C'est un sujet assez intéressant parce que du coup, ça permet de voir l'évolution de SysOps jusqu'à DevOps parce que du coup, c'est une transition qui est en train d'être faite chez le client et ça permet de monter en compétence assez facilement sur beaucoup de sujets. Et je trouve ça assez intéressant de faire une table ronde aujourd'hui avec vous. Et donc, du coup, en parlant justement de ce sujet de cette évolution vers le DevOps, est-ce qu'aujourd'hui, chaque SysOps est amené à évoluer dans ce sens-là ou pas? Alors déjà, le SysOps. C'est quoi le SysOps? Moi, ce que j'observe actuellement, pour vous faire un petit contexte, j'ai eu la chance de travailler dans des startups, mais aussi dans des grands groupes, y compris bancaires. Et ça se dépend vraiment du type de boîte où j'ai été. Dans certaines boîtes, les SysOps, on les voyait vraiment comme étant un admin réseau qui passait tout son temps sur un écran noir avec du texte blanc en ligne de commande. La souris, il mettait sa main la main dessus. Et dans d'autres boîtes, on appelait SysOps juste quelqu'un qui savait faire des petits CD et mkdir sur son terminal. Donc, le SysOps, c'est un nom. On peut mettre ce qu'on veut derrière. Ça dépend vraiment D'ailleurs, n'hésitez pas à dire si vous considérez comme étant SysOps, justement, quel est votre quotidien. Je serais très, très intéressé par lire ça. Moi, ce que j'ai observé, c'est vraiment le SysOps. Dans tous les cas, par contre, ça c'est le point commun entre tous les SysOps, quelle que soit la boîte, c'est une certaine appétence pour la gestion des serveurs, notamment en ligne de commande. Souvent Linux, pas toujours. Hein. Justement, j'ai appris en venant ici qu'il n'y avait pas que Linux, hein. Mais souvent sur du Linux. Je ne sais pas si vous aussi, c'est ce que vous observez. Oui. Après, on a peut-être un peu moins d'ancienneté que toi dans ce domaine, mais c'est vrai qu'il y a une grosse tendance linuxienne qui me ravit d'ailleurs au sein du SysOps. Après, il y a aussi une énorme tendance Windows parce qu'il y a beaucoup de technologies embarquées au sein de cet OS qui sont utiles dans certains contextes. Mais la tendance a évolué parce que maintenant, on va plutôt avoir tendance à chercher à automatiser et à minimiser les interactions directes sur le serveur parce que vu que les SI prennent de l'envergure année après année, avec l'évolution des technologies, ça devient de plus en plus difficile de gérer manuellement toute une flotte de serveurs. De mon côté, alors je rentre dans ton cliché de l'écran noir avec ligne blanche étant du monde réseau à la base. Donc gérer du switch, je connais. Effectivement, le côté SysOps, c'est vraiment un côté qui est là pour la gestion opérationnelle des serveurs. Je vois quand je suis chez mon client actuel, en étant en gestion du portail de déploiement, des serveurs virtuels et des créations des templates, je suis vraiment, on va dire, dans la gestion opérationnelle et non dans la partie applicative. D'accord. Mais justement, ça, c'est quelque chose, on voit souvent les SysOps, je suis d'accord avec toi, comme quelqu'un qui est très loin de l'applicatif, très loin du fonctionnel, très orienté, donc réseau, infra. Honnêtement, il y a 10 ans, on appelait ça administrateur de système. C'est vraiment ça. Et justement, là, ce qu'on essaye de dire, c'est un SysOps, aujourd'hui, c'est le nouveau nom, c'est pour ça qu'on fait cette table ronde. Qu'est-ce qu'il fait de nos jours et qu'est-ce qu'il peut être amené à faire s'il veut changer de... Je ne vais pas dire le mot évoluer, parce que certains veulent peut-être rester, c'est pas une évolution forcée. Certains veulent aller sur du DevOps, certains veulent rester justement dans du SysOps. Mais on est tous d'accord pour dire que dans tous les cas, il faut une certaine appétence sur la partie Linux quand on est SysOps. Oui. Ligne de commande. Oui, parce que l'interface graphique, c'est difficilement automatisable. Oui, c'est vrai. Je suis désolée, il y a une question déjà. Il y a des DevOps qui sont plus orientés Dev que Ops et des DevOps plus orientés Ops que Dev. Voilà, c'est vraiment forcément. Comment est-ce que vous gérez cette différence dans les squads? Est-ce que cette frontière se ressent
dans votre interaction avec d'autres DevOps ou SysOps? Moi, personnellement, je l'ai ressenti. Je le ressens notamment quand je parle avec d'autres qui viennent un petit peu plus justement du monde. Alors, c'est peut-être aussi une question générationnelle. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, un réflexe que j'ai, c'est tout versionner. On me dit, il est où ce code? Bah, il est dans Git. C'est un réflexe que j'ai justement de dev. J'ai déjà parlé avec des DevOps qui sont un peu plus traditionnels et qui ont beaucoup plus d'ancienneté, encore plus que moi. Et ce qu'ils disaient, c'était, c'est bon, pas la peine de versionner ça, j'ai pas envie de me prendre la tête avec des rebases, des merges, etc. Honnêtement, ça dépend plus, je dirais, des profils humains que des profils techniques. Il y a certains profils humains, des fois la pluridisciplinarité, enfin, il y a multiples compétences des différentes personnes, ça enrichit une équipe. Parce que moi, honnêtement, je suis plus dev, mais par exemple, en réseau, je pêche un peu. Et comme par hasard, en général, en réseau, on a vu, toi, tu pourrais m'apprendre des trucs pendant des semaines et des semaines. Donc, en fait, ça dépend plus pour répondre à la question comment on gère ça dans nos squads, ça dépend plus de l'humain. Il y a des personnes, ça se mélange très bien. Il y a des personnes qui se restent un petit peu fermées. Et voilà, donc ça dépend. Après, dans les équipes, dans les entreprises, là, par contre, ça peut avoir une différence. Et pour revenir à la question sur les squads, chez Synapsys, on a un fonctionnement avec des référents techniques qui nous permettent d'avoir un interlocuteur privilégié qui a forcément des appétences pour nos sujets ou qui arrive à échanger avec nous pour pouvoir avoir un relationnel dans les squads et un fonctionnement qui soit correspondant aux valeurs qu'on veut transmettre et aussi à l'efficacité technique qu'on veut développer au niveau de nos consultants. Ça va, tout à fait. Et en complément de tout ça, on a l'occasion soit de participer, soit d'organiser des ateliers pour toutes les personnes du coup qui ont ce profil plus dev ou plus ops, s'ils souhaitent évoluer ou découvrir une technologie. Le fait de participer à un atelier, ça donne l'overview d'un expert du domaine et du coup, ça donne une bonne idée de qu'est-ce que cette technologie représente, les tenants, les aboutissants, les contraintes qu'ils peuvent amener ou les avantages. Mais du coup, super question parce qu'en plus, ça va permettre de faire une transition. Il y a des DevOps qui sont plus dev, des DevOps qui sont plus ops. Mais en fait, c'est quoi le DevOps? Mon avis personnel, pour être venu du monde du dev, c'est qu'en fait, le DevOps, c'est pas un poste, c'est pas un rôle, c'est plutôt une organisation. C'est une organisation qui fait en sorte que l'équipe, elle ait tout ce dont elle ait besoin d'un point de vue ops et d'un point de vue dev pour être autonome et pour être efficace. À la base, le DevOps, c'était ça. Il y avait une image qui était très connue où on voyait un dev et un ops qui joignaient leurs doigts pour ceux qui ont la référence Dragon Ball Z. Mais c'était justement de montrer que les devs et les ops pouvaient former une seule équipe. Après, ça a évolué avec le temps. Voilà, c'est un peu comme l'agilité, ça a beaucoup évolué. Et du coup, maintenant, il y a un rôle DevOps. Ça dépend des entreprises, encore une fois. Dans des entreprises, on va demander à un DevOps de faire que du réseau. C'est, par exemple, chez mon client actuellement, c'est énormément ça. C'est énormément que du réseau. Oui. Toi, c'est ce que tu fais beaucoup? Alors, chez mon client, oui, effectivement, pour toute la stack virtualisation, on a du NSX et on est obligé d'automatiser le tout. Et ce qui enclenche, on va dire, un process d'automatisation de DevOps, comme ils appellent ça, pour tout ce qui va être les load balancers, tout ce qui est M5, tout ce qui va être les règles réseau, tout est en train d'être automatisé parce que le DevOps s'installe et ils veulent partir dedans. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on revoit beaucoup dans le réseau, mais qu'on voit aussi dans le système avec toutes les mises en place d'Ansible, etc., qui est vraiment quelque chose qui est moteur maintenant dans les SI parce que c'est quelque chose qui est vraiment central parce qu'il faut gérer de la masse, donc il faut des outils pour ça. Et toi? Moi, je suis dans le même client que Bastien. Et effectivement, les équipes sont un peu silotées. Donc, il va y avoir des DevOps orientés réseau, des DevOps orientés système, des DevOps qui vont du coup plutôt gérer l'identité. Mais on est toujours poussé à automatiser et à se former sur différentes technologies. Je pense notamment à Ansible, à Azure. Parce que du coup, la tendance va être à l'évolution du SI. Il va prendre de l'envergure année après année, comme je l'ai déjà dit. Et pour gérer de la masse, comme l'a dit Bastien, on n'a pas forcément d'autre choix que de s'obliger à automatiser un maximum, que ce soit en étant plutôt dev que ops en scriptant, ou alors en étant plutôt ops en amenant une méthode de gestion avec une méthodologie qui permette du coup
comme le disait Rami, le DevOps, c'est pas forcément un poste, c'est plutôt une culture, une méthode qui permet du coup de faciliter la gestion d'une infrastructure assez massive. Et alors moi, c'est quelque chose aussi que j'ai observé. Parce que là, bon, on est en train de faire un peu une réponse, comme on dit un peu, une réponse de Normand, où on dit, ouais, DevOps, c'est un peu tout et rien. On peut citer des éléments techniques qui font partie du cadre du DevOps. Une des choses, moi, que j'aime bien dire d'un point de vue organisationnel, c'est le DevOps, il vient dans une équipe et il a un mindset, you build it, you run it. Il doit faire en sorte que ceux qui build soient en mesure de run. Runner, ça veut dire quoi? C'est s'occuper du run et être en mesure de gérer leur application de A à Z, y compris débugger la prod, ce genre de choses. Parce que dans certaines entreprises, pour que le dev ait accès au log de son application en prod, il doit faire un ticket. Et il doit attendre une semaine. Donc, pour corriger le bug qu'il y a actuellement, voilà, c'est compliqué. Ça, c'est le genre de choses où le DevOps, il doit venir d'un point de vue organisationnel et essayer de trouver des mécanismes, que ce soit en termes de dev ou en termes d'organisation ou de méthode, pour faciliter justement ce genre d'échange. Mais il y a aussi un autre mindset que j'aime beaucoup, moi, quand on parle de DevOps, c'est le CALMS. Le C, c'est la culture. Le L, c'est le Lean. Le A, CALMS, c'est le A, c'est automatisation. Le L, c'est le Lean, c'est justement la gestion du projet. Le M, c'est le monitoring. Et le S, c'est le share de partage. Donc, en fait, d'un point de vue technique, on parle d'automatisation, on parle aussi de monitoring. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un DevOps? Ça peut être quelqu'un qui fait de l'organisation, ça peut être quelqu'un qui fait de la technique avec de l'automatisation, du monitoring, et souvent, CI/CD. Je ne sais pas si vous êtes habitué à ça, mais moi, c'est quelque chose que j'entends souvent parler, c'est DevOps, il faut mettre en place la CI/CD. Il y a une personne effectivement qui confirme ce que tu as dit en disant que contrairement aux croyances, c'est une culture plus qu'un métier et puisque le DevOps porte plusieurs casquettes. Donc la personne le confirme. Il y a une question là qui vient d'arriver que je la découvre en la disant. Avec l'émergence des pratiques DevOps, comment voyez-vous l'évolution des rôles traditionnels de développeurs et d'administrateurs système? Ces rôles vont-ils disparaître ou se transformer? De toute façon, il fallait forcément qu'on y arrive à cette question. Donc, débat. En fait, disparaître, merci beaucoup pour cette question. Disparaître, c'est physiquement impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des entreprises c'est légalement en fait pas possible en France, en tout cas, c'est compliqué, parce qu'ils ont recruté ces personnes et de toute manière, elles les ont. Voilà, vous avez recruté 10 admins réseau. Et bon, concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec eux? On peut pas dire maintenant on est DevOps entre guillemets, j'insiste, on n'a plus besoin de ça. Ça c'est voilà. Donc ils vont pas disparaître. Moi, j'en suis persuadé, ils vont pas disparaître. Est-ce que les manières vont évoluer, la façon de travailler va évoluer? De toute façon, on est dans un métier qui est amené à évoluer. Tous les métiers sont amenés à évoluer, mais le nôtre encore plus, que l'informatique bouge très vite. Donc on est obligé de continuellement se former, de faire de la veille technologie. Pour prendre une analogie qui est un peu rigolote, c'est celle du comptable. Le comptable à l'époque, il faisait ça sur ses livres de compte papier, il faisait ses lignes de compta. Maintenant, il fait du Excel. Ils ont dû s'adapter en une dizaine d'années, mais nous, cette adaptation-là, ce changement-là peut arriver en 6 mois à peine parce qu'il y a un nouveau produit qui arrive sur le marché. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on se forme, etc. Alors, pour partir vers plus du DevOps, il y a plein d'outils qui sont possibles. Je pense par exemple au site roadmap.sh qui est pas mal, qui permet d'avoir une liste des technos qui sont intéressantes en tant que DevOps, etc. pour pouvoir être répondant sur le marché et sur aussi les impacts de business qu'on peut avoir dans notre contexte. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui sont là pour nous faire avancer, parce que dans l'avantage de l'informatique, c'est qu'avec Internet, on trouve tout. À chaque fois qu'on pose une question Internet, que ce soit GPT ou Google, on a une réponse. Même si c'est pas forcément une bonne, mais on a quand même une réponse qui nous aide à trouver, nous, notre réponse qui nous correspond et qui permet de répondre au projet du client ou au projet qu'on a personnellement. Et c'est quelque chose qui est vraiment important de se rappeler, c'est qu'on est dans un monde ultra connecté et que tout à portée de main. Ouais, c'est vrai que ça évolue très vite. Je suppose que toi aussi tu le... Ouais. C'est un domaine dans lequel on est amené à faire des virages de technologie assez radicaux en fonction du besoin, parce que le besoin il évolue en même temps que les technologies.
Et pour répondre aussi à la question, je pense pas que le métier de dev ou le métier de SysOps disparaîtra un jour. Tout simplement parce que le rôle d'un DevOps, c'est plutôt de faciliter la transition entre une phase de développement et une phase de production, parce que c'est pas les mêmes contraintes entre un poste de développeur et un serveur de production. Et donc, c'est vraiment faciliter et automatiser du coup la transition entre ces deux environnements. Je pense que c'est une des principales tâches qu'on peut avoir au quotidien en tant que DevOps. Alors, est-ce qu'ils vont disparaître? Donc, je pense qu'on est à peu près, en tout cas, nous trois, on pense que non, ils vont pas disparaître, mais ils vont peut-être évoluer. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que dans tous les cas, les entreprises ne vont pas toutes se révolutionner en un claquement de doigts. Donc, il y a du legacy, on appelle ça du legacy, et souvent le mot legacy est vu de manière un peu péjorative, mais mine de rien, on tourne sur du legacy. Notre application bancaire, on va pas se mentir, si elle fonctionne, c'est grâce à un truc qui existe depuis peut-être 30-40 ans. Ouais, exactement. Vive le COBOL. Le fameux COBOL. Donc, est-ce que ça va disparaître? Non. Est-ce que il y en aura toujours besoin? Moi, je pense qu'on aura toujours besoin dans certaines boîtes qui ont du on-premise, c'est-à-dire qui hébergent eux-mêmes leur data, qui ont même des clouds privés, mais de rien, le cloud pas derrière. En fait, le DevOps ne veut pas dire plus de serveurs. Hein. Les serveurs, ils sont là. Hein. Donc, il faut toujours des personnes qui savent mettre les mains dans le cambouis, et ça, il y en aura toujours besoin. Mais par contre, ça a peut-être évolué avec justement de nouvelles pratiques, justement, comme on dit, peut-être de nouvelles technos, de nouveaux moyens de récupérer les logs, de nouvelles interfaces graphiques pour visualiser. Pour prêcher ma paroisse côté data center, je prends l'exemple d'HPE, parce que je travaille énormément avec eux, c'est un de mes partenaires avec mon client. Ils ont maintenant développé vraiment le côté infra as code, mais pour du data center. C'est que maintenant, on peut déployer avec un outil unique tout sa stack data center et vraiment avoir quelque chose qui est consistant de façon automatisée, sans qu'avant on aille sur chacun des serveurs pour l'installer, pour le configurer, pour machin. L'outil fait tout de A à Z. Et c'est vraiment bluffant la valorisation de leur pratique qui permet d'optimiser ses coûts, que ce soit les coûts humains ou les coûts de fonctionnement aussi. Parce que pour avoir un serveur juste en le raccordant en disant hop, c'est bon, il est configuré, il est installé, il va s'installer tout seul. C'est magique. C'est un très bon exemple que tu prends. J'ai déjà rencontré des admins réseau. Pour revenir cette question, c'est vraiment la question centrale. Est-ce que les admins réseau vont disparaître ou pas? J'ai déjà vu des administrateurs réseau qui freinaient vraiment l'évolution du projet. Et en fait, au fond, c'était pas qu'ils n'avaient pas envie que le projet évolue, c'est qu'en fait, ils avaient peur. Il y a vraiment une peur que leur métier, finalement, il soit plus utile. Et là, justement, tu viens de parler d'optimisation, automatisation, on n'arrête pas de parler d'optimisation. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus besoin d'admin réseau? Est-ce que le métier, en fait, il y a l'optimisation des coûts, ça, comme tu l'as dit. Et c'est vrai que l'automatisation, ça permet d'optimiser les coûts. On va pas se mentir. Est-ce que ça veut dire que les métiers vont disparaître? Moi, je pense pas. Je pense pas qu'ils vont disparaître parce qu'il y aura toujours besoin d'avoir des sachants, des personnes qui ont la vraie connaissance Voilà, mais on peut pas se jeter à l'eau, je mettrai pas ma main à couper, mais c'est sûr que la demande va peut-être évoluer. Ouais. Je trouve qu'il y a quelqu'un qui a eu une bonne remarque par rapport à ce que vous dites. Donc la personne, l'internaute exprime que personnellement, je constate qu'à la base, on avait des administrateurs système et web. Certains restent sur la partie admin 6, mais avec de l'automatisation. On peut donc dire SysOps. Et d'autres passent du côté DevOps et font de moins en moins d'admin 6 pour se concentrer davantage sur les déploiements automatisés avec les devs, du code, mais aussi de l'infrascode et de la gestion Kubernetes. Enfin, sur cette dernière partie, certains ont des appétences sur la partie sécurité et donc des DevSecOps. Alors, la sécurité, on va en parler. Ouais. C'est un sujet, ouais. Alors, le commentaire est très intéressant encore une fois, mais est-ce que du coup, le SysOps, on le considère comme étant très différent du DevOps? Est-ce que le DevOps, on ne peut pas faire du SysOps? Est-ce qu'on n'est pas en train tout simplement de mettre des noms sur des choses? Et en fait, il y a des gens avec des compétences et des appétences. Et moi, j'ai tendance à penser qu'on essaye de diviser beaucoup les rôles maintenant.
Maintenant, il y a un architecte, il y a développeur front, il y a développeur back, il y a designer, il y a SysOps, il y a DevOps, il y a SecOps. Avant, voilà, c'est un peu le vieux là, mais il y avait l'architecte, le dev et l'admin réseau. Voilà. Et j'ai tendance à me penser que, ok, c'est vrai, il y a des gens des SysOps, admin réseau, qui se sont orientés vraiment sur la partie système, peut-être par appétence. D'autres qui se sont orientés peut-être un petit peu plus sur le dev. Ah, il y a un smiley. Oui, non, mais quelqu'un a dit étiquette égale salaire différent. Ah, Effectivement, le silotage permet ça aussi. ça, par contre, alors ça, c'est une bonne question. Je sais pas du tout si les salaires en tant que SysOps ou en tant que DevOps sont différents. Ça, c'est quelque chose que je sais pas. Je sais pas si vous avez. Je pense que ça dépend de la culture de l'entreprise et du pays. Déjà, tu peux, à poste équivalent, tu peux comparer entre deux pays, en Europe ou aux États-Unis, ce sera des salaires différents. En même temps, les responsabilités vont aussi un petit peu plus évoluer. Donc, c'est vraiment une question de culture et d'entreprise et de pays. Ouais. Non, d'ailleurs, s'il y en a qui ont déjà fait une étude là-dessus pour savoir, serait curieux aussi de le savoir. Et pour revenir au commentaire juste avant, par rapport au DevOps qui va sur le cloud, effectivement, le SysOps doit aussi s'adapter à cet environnement, à cette tendance cloud, qu'il soit cloud public, cloud privé. Moi, par exemple, en tant qu'ingé système pour du cloud privé, mon objectif, c'est de faire en sorte que mon cloud privé soit aussi résilient et aussi réactif qu'un cloud public au niveau du déploiement. Donc, de faire en sorte que demain, chez quelqu'un qui a un besoin, je peux y répondre tout de suite. Comme le cloud public le fait en 2 boutons, ta VM. Moi, mon objectif, c'est de faire ça. Après, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Et puis voilà. J'aime bien. Je suis d'accord. En fait, ça. Ils vont pas disparaître, mais peut-être qu'en fait, ils vont devoir choisir les types de boîtes. Après, il faut pas oublier que par rapport à avant, il y a beaucoup plus de boîtes informatiques qu'avant, maintenant. Une start-up, elle va forcément plutôt partir sur du cloud, elle va plutôt forcer à partir sur des solutions de déploiement faciles, elle va plus se concentrer sur du dev et du marketing. Alors qu'au contraire, un provider de cloud ou un cloud privé, comme tu dis, bah, lui, il lui faut vraiment des gens qui soient capables d'aller justement dans la ligne de commande. Donc, il y a une question, je ne sais pas si vous voulez la prendre. Là, on saute quelques questions, mais c'est pas grave. Avec l'essor de l'IA et du machine learning, comment est-ce que vous voyez l'évolution des rôles DevOps? Est-ce que ces technos vont-elles automatiser davantage de tâches ou créer de nouveaux défis à relever? Et une autre question qui est peut-être liée, je ne sais pas. Est-ce que l'automatisation, la délégation AI ne risque pas, à très long terme, bien sûr, d'entraîner une perte des connaissances? AI d'intelligence artificielle. Okay. À force de faire. Ouais. Votre opinion sur le sujet? C'est une très grosse question, l'intelligence artificielle. Pour être totalement transparent, je suis un très gros utilisateur de l'intelligence artificielle. J'utilise au quotidien, même en privé et en pro. Et malgré ça, malgré le fait que je dise que je suis un très gros utilisateur, à l'état de l'art aujourd'hui, l'IA ne peut pas remplacer. Par contre, dans 2 ans, 3 ans, ça, je ne sais pas, parce que c'est vrai que ça évolue très très vite. Est-ce qu'on va perdre de la connaissance? Ça dépend qu'est-ce qu'on délègue en fait à la partie IA. Il y a beaucoup de choses, notamment l'analyse des logs, ce genre de choses, qui effectivement peuvent faire ressortir beaucoup de choses très intéressantes, beaucoup plus rapidement que nous. Est-ce qu'on va perdre notre connaissance? J'ai pas l'impression. Après, je suis peut-être un doux rêveur. Même à long terme. À long terme? À long terme, plus. Il y a plus de chances qu'à long terme, ça veut dire que les nouvelles personnes qui vont arriver sur le marché vont arriver avec des solutions comme OpsRamp, qui va faire de l'analytique IA, des logs, etc. Et donc, l'outil va leur dire, bah, il y a ça qui va pas, il faudra guider de telle façon. Et derrière, il y aura plus cette analyse-là, comme nous, on peut faire, dans le log, en fait, je vois que c'est telle erreur, donc je sais que c'est tel truc. Cette analyse-là va se perdre, en fait, pour les nouvelles personnes arrivant sur le marché. Parce qu'ils vont être déjà dans un environnement où, en fait, tout va être fait, tout est pré-mâché, et ils vont perdre ces connaissances-là. À terme, on perdra de la connaissance. Il n'y aura que les personnes historiques qui auront cette connaissance-là, on va dire. Après, il y a aussi, moi, grâce à l'IA aussi, j'apprends beaucoup de choses.
Aussi bien, voilà, ils n'avaient aucune idée de pourquoi. Et en fait, quand on programme bien l'IA, elle est capable de rentrer dans le détail et bien d'expliquer. Donc, vraiment, il faut regarder les pré-prompts. Hein, c'est vraiment quelque chose qui change complètement l'utilisation d'une IA. Mais quand on l'utilise bien, moi, j'ai appris énormément de choses grâce à ça. Même sur le truc privé, hein, là, j'ai appris comment fonctionnait une batterie et les powerbanks. Je ne savais pas très bien, je comprenais jamais les valeurs qui étaient données. Et en fait, c'est elle qui m'a expliqué plein de choses. Puis après, je suis parti dans l'électricité. Et en fait, c'est un peu pareil qu'en SDEV. Qu'en SDEV, il y a des choses que je comprends pas parce que c'est un langage de programmation que je connais pas. Il me dit, ah oui, mais dans ce langage-là, ah ok. Et en fait, je creuse. Donc, on va perdre un peu de connaissances, c'est vrai, de recherche, parce que l'IA nous donne directement les recherches. Ça, je suis d'accord avec toi. Après, moi, personnellement, je préfère utiliser l'IA comme un compagnon plutôt qu'un exécutant. Dans le sens où je vais faire ma propre recherche, mon propre code, et quand j'ai un doute ou quand je veux approfondir la chose, je vais voir l'IA, qui va, elle, me donner ces informations-là. Après, dépendamment de laquelle, parce que je me promène sur plusieurs IA, entre Copilot, ChatGPT, etc., et on a des réponses différentes, et certaines sont avec Internet, d'autres non. Donc, c'est vrai que c'est un peu divers et varié. Mais en tout cas, c'est vrai que en fait, il faut l'utiliser comme une force. Même si ça fait un peu peur, il y a certains moments où on se dit, en final, ce que je fais, l'IA peut le faire tout seul. Dans quelques années, qu'est-ce que je ferai? Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore, parce que dans une boîte, les boîtes ont très souvent du mal avec le changement. Quand c'est des grands comptes, etc., tout ça, ils en ont peur, donc ils veulent garder la propriété. Et il y aura toujours des contextes où on est obligé de ne pas utiliser cette technologie-là, parce que il va y avoir des contextes secret défense, des contextes centrales nucléaires qui bloquent ces utilisations-là, parce que ils peuvent pas partager les données. C'est une question de données aussi, de gouvernance des données. Je vois chez certains clients, il y a des interdictions d'utiliser l'IA, sauf Copilot, parce que Copilot, c'est dans leur talent de Microsoft, et qui peuvent bloquer les données en Europe, etc., etc. Alors. Ouais, j'allais dire, toi, Achille, est-ce que tu l'utilises je rejoins Bastien là-dessus. Moi, je l'utilise plus comme un interlocuteur intéressant. Donc, j'ai un problème X et du coup, ça me permet d'adapter l'IA pour répondre à ce besoin. Encore une fois, c'est pas l'IA qui va coder tout mon script. Juste, ça va me permettre de prémâcher le squelette du script. Et moi, derrière, je sais que j'ai tel besoin, tel critère. Donc, je peux coder tout le reste derrière sans avoir à me prendre du temps pour établir un squelette vraiment viable. Je sais que, par exemple, c'est très utile pour des PowerPoint. Un PowerPoint, on peut générer une quinzaine de slides en quelques clics hyper facilement. Et ensuite, derrière, on peut ajouter, nous, nos éléments de contexte et nos informations clés sans pour autant donner énormément de contrôle à l'IA. C'est juste un gain de temps pour certains sujets. Et encore une fois, l'IA, elle peut faire énormément de choses. Moi, je sais qu'elle génère mes menus pour la semaine, pour ma cuisine. Donc, c'est parfait. Comme ça, moi, j'ai pas besoin de faire ma liste de courses, j'ai pas besoin de réfléchir où est-ce que je vais acheter mes choses. Je sais exactement où est-ce que je peux aller faire mes choses, et ça me fait des plats équilibrés si j'en ai besoin, des plats bien franchouillards si j'en ai envie. Et c'est hyper intéressant parce que c'est pas, encore une fois, une IA, ça répond à un besoin très précis. C'est entraîné pour répondre à un besoin très précis. Il n'y a pas d'IA générale. Il n'y a pas d'IA qui permet de répondre à tous les besoins de la Terre. ChatGPT a beau être très fort, il n'est pas omnipotent. Pour autant, par exemple, sur l'analyse de log, une IA d'analyse de log, ça va répondre à un grand nombre de contextes, mais pas tous. Si on a des logiciels propriétaires, des logiciels développés en interne, les logs sont peut-être pas formatés de la bonne manière, et dans ce cas-là, l'IA ne pourra tout simplement rien faire. J'ai déjà essayé de faire des modèles d'analyse de log. C'est pas quelque chose de simple, c'est extrêmement compliqué, mais en plus, ça dépend de la gouvernance des données appliquées à l'entreprise, ça dépend du type de log, savoir si du coup les logs sont assez précis pour permettre à l'IA de comprendre les besoins. Est-ce qu'il faut 1, 2, 3, 4, 10 lignes pour comprendre que le problème vient d'ici? C'est très compliqué en fait à mettre en place. Donc, l'IA va pas remplacer nos postes, enfin, en tout cas pas dans les médias, excusez-moi, mais ça va nous permettre de faire évoluer nos tendances, de faire évoluer nos habitudes, et donc de pouvoir aller vraiment sur des sujets très techniques beaucoup plus rapidement, plutôt que de faire du niveau zéro, entre guillemets, où c'est juste, ok, je veux créer un script, donc il faut que je définisse, il me faut telle fonction, il me faut telle fonction, il me faut telle fonction. Tandis que là, une IA va te dire, écoute, tu veux
interagir avec un messenger, bah, il faut que tu tapes sur cette API-là. Ensuite, tu récupères un token, etc., etc., etc. Et derrière, c'est toi qui remplis tout le reste derrière. Après, dans la question, il y avait une autre qui était intéressante. Donc, pas que sur l'IA, parce que l'IA, en fait, on pourra même carrément faire toute une table ronde sur comment on utilise Oui, l'IA au parce que travail. d'ailleurs, il y a même quelqu'un qui a commenté là par rapport à l'IA. Il y a aussi de nouvelles compétences avec la partie installation des LLM, gestion des paramètres personnalisés, intégration des chatbots, etc. Donc même vos projets de demain, on va dire, seront teintés sans doute IA. Mais dans l'autre question, il y avait aussi, est-ce que l'automatisation, le fait de tout automatiser, ne va pas faire en sorte qu'on perd en connaissance? Normalement, c'est plutôt l'inverse, en fait. Enfin, c'est mon avis personnel, attention. C'est parce que l'automatisation, c'est dans du code. Si c'est du code, ça veut dire que c'est lisible et c'est compréhensible. Donc, tout ce que doit faire un projet pour être installé sur un serveur, par exemple, ou tout ce qu'il faut faire pour se connecter à différents éléments, ce n'est pas juste des commandes qu'on lance sur le serveur, c'est scripté et versionné. Bon, moi, c'est version 1 et tout. Et du coup, n'importe qui vient, il sait exactement ce qui a été fait sur le serveur. C'est automatisé. Du coup, on peut le faire sur 25 serveurs en un claquement de doigts. Donc oui, on optimise les coûts, on optimise le temps qu'on passe. Par contre, pour moi, le savoir, au contraire, il se garde beaucoup mieux que quand c'est du bouche à oreille. Tiens, sur ce serveur, il faut pas oublier, il y a ça, il y a cette commande-là qu'on a installée dans ce répertoire-là. Moi, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Hein. Ah oui, on a mis un petit binaire ici, tu peux le lancer, il est dans ce répertoire, et ça permet d'analyser automatiquement le disque. D'accord? Mais si tu ne m'avais pas dit, comment je l'aurais su? Quand c'est automatisé et donc scripté et versionné, même si la personne, alors pardon, je vais dire un truc un peu glauque, hein, mais on appelle ça le facteur bus. C'est si quelqu'un passe sous un bus demain, donc pas moyen de récupérer quoi que ce soit de son ordinateur. Ouais, il y en a qui appellent ça l'avion, mais bon. Facteur bus. Pas moyen de récupérer son ordinateur, pas moyen d'avoir une information au téléphone, un mot de passe, ni quoi que ce soit. Comment on reprend son travail? Faire du rétro-engineering et analyser un script, c'est possible. Aller demander à quelqu'un qui nous a quittés, ça, on n'a pas encore trouvé comment faire. Je crois qu'il y a un épisode de Black Mirror où il faut. Ouais. C'est ça l'IA. Donc l'automatisation, pour moi, elle ne fait pas perdre de la connaissance, elle l'optimise et au contraire, elle permet de conserver la connaissance. Ok, intéressant. On avait d'autres thématiques, on a à peu près une dizaine de minutes, 15 minutes. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, c'est vraiment le moment là, vous pouvez tout dire. Hein. Ah oui. On avait parlé de la partie cloud qui pouvait aussi changer enfin voilà, qui nécessitait une adaptation. La partie sécurité, on en a parlé. Alors la partie, ouais. Alors, aussi, ouais. On peut rapidement parler sur la partie sécurité et parler un peu aussi Bien sur sûr, si vous êtes SysOps, c'est que vous voulez justement essayer cette expérience qui est un peu plus orientée, bien qu'encore une fois c'est pas une évolution ou un truc différent, mais on va dire un peu plus DevOps. Mais la partie SecOps, alors du coup en tant que moi ça fait quoi bientôt 12-13 ans je crois, et j'ai fait du Dev à l'Ops. La sécurité ça a toujours été une question. Et avant en fait c'était une question à tous les niveaux, au niveau Dev, au niveau serveur, on se posait la question de sécurité. Et en fait, pour moi, le SecOps, c'est toujours le cas, en fait. Le dev, il doit toujours faire attention. Il y a même des nouveaux outils, Renovate, etc., qui analysent automatiquement les failles de sécurité. Pour moi, ça n'a pas changé, en fait. C'est toujours une histoire pour tous les admin sys, les SysOps, les DevOps, les devs, peu importe comment on appelle, il y a toujours la question de la sécurité. Effectivement, d'un point de vue sécurité, côté infrastructure, on a toujours été dans une volonté de sécuriser les choses, que ce soit d'un point de vue design que d'un point de vue fonctionnel. Je prends par exemple pour des baies de stockage, on va avoir une double baie qui va être répliquée, qui va être chiffrée de bas niveau, quelque chose qui est vraiment résilient et qui est par design. Ça n'a jamais été, on va dire, quelque chose qui était en mode, non, c'est bon, on en met une, on fait pas de deuxième site, etc. Ça a toujours été 2 sites qui sont redondés, avec des liens redondés pour avoir une résilience et une sécurité, que ce soit une sécurité de cyber, soit une sécurité physique. Ça a toujours été quelque chose qui était par le design mis en place. Et côté système, on a des outils, par exemple, pour scanner les vulnérabilités, mais l'outil va pas patcher l'entièreté d'une infrastructure. Il faut toujours mettre les mains dans le cambouis, comme le dit Rami. Et en même temps, du coup, ça permet de passer de SysOps à SecOps via ces outils-là, parce que du coup, on a des rapports qui sont générés peut-être automatiquement,
qui vont nous faire une liste des vulnérabilités présentes sur toute notre infrastructure. Mais il faut toujours les patcher manuellement. Et c'est assez intéressant à faire parce que du coup, ça nous permet de mettre un pied dans la sécurité tout en restant dans le système. Et donc, ça reste assez bas niveau en termes de couches. Mais du coup, on monte quand même en compétence sur les sujets de sécurité parce que c'est des sujets qu'on va retrouver dans toutes les entreprises du monde, peu importe le système informatique. On va toujours retrouver des soucis de sécurité, qu'on soit dev, qu'on soit utilisateur final d'un site web, qu'on soit SysOps, qu'on soit DevOps. On va toujours avoir cet aspect sécurité qui est omniprésent parce que les ransomware sont en expansion tous les ans. Et c'est terrible pour une entreprise de se prendre un ransomware parce que c'est un arrêt d'activité total. Et donc, la sécurité, ça passe par tous les niveaux d'une entreprise. Et donc, le DevOps, c'est juste limiter, enfin, le SecOps, pardon, c'est juste limiter les failles possibles au maximum. Mais c'est pas nouveau. Non, après, il y a eu un gros effet de mode, alors courant 2019, quand il y a eu les grandes campagnes de ransomware avec Ryuk, etc. Moi, j'étais chez un client à ce moment-là, et on s'est pris malheureusement un ransomware, et ça a fait éveiller, on va dire, les consciences là-dessus qu'il fallait mettre encore plus de besoins, de moyens sur la sécurité. Il y a, par exemple, dans cette entreprise, il y a un poste de RSSI qui s'est créé, des équipes sécu qui sont apparues côté applicatif, côté système aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est devenu ces dernières années primordial dans chacune des entreprises, même si pour beaucoup de postes de sécu, ça reste d'analyse, de statistiques, etc. Beaucoup restent de l'opérationnel et permettent, on va dire, d'appliquer encore plus ces volontés de sécurité qui étaient historiquement par design. Après, donc on a parlé un peu d'automatisation. Et... J'ai juste une question drôle avant cette nouvelle question. Bien sûr. Si vous ne pouviez garder qu'un seul outil DevOps dans votre stack, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Et comment cet outil a-t-il changé votre façon de travailler au quotidien? C'est facile. C'est chaud parce que, alors du coup, je considère que la phase où vous étiez Ops, c'est pas Dev. Vous n'arrivez pas? Moi, j'en ai un en tête, hein, mais moi, je dirais, ah ouais, le premier du premier, en fait, que je dirais, c'est Git. Oui, Git, en fait, c'est tout bête, hein, mais à partir du moment où on versionne, où tout est versionné, ils insistent sur le tout, parce qu'il y en a plein qui disent non, mais ça c'est bon, tu l'as vite fait sur le serveur, tu fais ça. Non, non. Si je coupe toutes les connexions sur la précédent projet, on avait un département d'une 50aine de personnes, on a coupé toutes les connexions SSH. Il n'y avait plus que 2 personnes, moi et une autre personne, qui avions accès au SSH et on ne les utilisait pas. 0 SSH, tout est par Git. S'il y en a une seule que je dois dire, ça serait Git. il y a des plus. Une deuxième quand même. Une petite deuxième, c'est quand même la partie scripting Ansible ou un truc comme ça, quoi. Voilà. Ouais. Achille, Bastien, il y a rien qui. Moi, côté système, ce serait plutôt des outils de monitoring parce que j'ai pas mal automatisé de check dessus et ça permet d'avoir une overview complète de la santé de ton infrastructure en un coup d'œil plutôt que de devoir aller directement sur le serveur en SSH pour du coup vérifier est-ce que les logs de mon application sont bons? Oui, ok, en fait j'ai fait cette connexion pour rien. Là, il vient de se passer un truc, franchement, une super question, parce que vous avez vu, moi, j'ai dit Git. Et en plus, ça revient à la question du tout début, où il y a différents types de personnes, des personnes qui sont plus SysOps, des personnes qui sont plus DevOps. Moi, je suis un peu plus Dev, et directement, j'ai pensé à quoi? J'ai pensé à builder, comment je vais créer mon truc. Un peu plus plateforme, directement, tu as pensé, quelle est la première chose qu'il me faut pour surveiller ma prod? C'est pour ça que je dis, quand on a différents profils, en fait, et directement, on aurait, ok, cet outil-là, il est super important. Parce qu'effectivement, maintenant que tu me le dis, monitorer sa prod, c'est super important. Versionner, c'est super important parce que ça permet la maintenabilité, ça permet ça. Donc, c'est typiquement le genre de situation où c'est justement parce qu'on est ensemble dans la même équipe qu'on arrive à sortir les bons outils. Donc, super la question. Bastien, le Git aussi. Plus Git aussi, après, ça c'est mon côté réseau où j'avais tendance à versionner un peu toutes les configs de switch que je pouvais faire. Et ça, voilà. Et oui, Git. Après côté infrastructure, je vais avoir toutes les suites de déploiement qui vont être hyper importantes, que ce soit du Packer, du Array Automation, etc., qui permet, on va dire, une gestion complète de ton infra, quoi.
Aussi le monitoring parce que je gère aussi du monitoring chez mon client actuel. Donc, Ok, attends un peu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Hein. On a encore quelques minutes. Et une petite chose que je voulais dire, c'est si du coup il y en a certains qui sont vraiment SysOps, parce que ça, nous on fait, c'est Synapsys, on propose des parcours de formation en fait. Et s'il y en a qui sont totalement SysOps, qui n'ont vraiment aucune notion de tout ce qui est, de tout ce dont on vient de parler, DevOps, ça, mais ils l'entendent à droite à gauche, quand ils vont sur Internet, sur des forums ou même LinkedIn, ce genre de choses. Si un SysOps veut faire une transition et devenir plus DevOps, la première chose, la porte d'entrée que je dirais, personnellement, je pense, en fait, en vrai, il y en a deux. La première, ça serait l'automatisation, je trouve. C'est assez facile, en vrai, pour moi, pour un SysOps de passer sur la partie automatisation. Parce qu'en vrai, il sait faire du shell. Et tous les outils, que ce soit pour du cloud, etc., Terraform, Ansible, on entend beaucoup ces noms, Packer, en vrai, eux-mêmes, ils sont pas compliqués du tout. Hein. C'est un langage descriptif. Ça veut dire que c'est comparable, on peut le comparer à du HTML. Et HTML, ça existe depuis, voilà quoi, Mathusalem. 27 ans, je crois. Voilà. La complexité dans ces outils, c'est la réflexion derrière. Qu'est-ce qu'on veut faire? Dans script Terraform, je veux qu'il crée un service qui communique avec celui-là, qui fait celui-là. En fait, ça sera peut-être 10 lignes. Mais par contre, c'est la réflexion qu'il y a derrière. Et donc, toute cette automatisation, donc la partie shell, en général, le SysOps, il l'a déjà. La partie réflexion, il l'a déjà. Il reste plus qu'à adapter la syntaxe. Donc après, ça dépend si on est plus sur un provider de cloud, on sera peut-être plus sur du Terraform, mais en général, un remplaçant du shell assez classique, c'est Ansible, qu'on peut trouver un peu partout, dans toutes les entreprises quasiment. C'est assez, personnellement, ce qu'on appelle l'idempotence. Je suis un grand fan de l'idempotence. Et donc c'est le conseil que je pourrais donner. Nous, c'est Synapsys en tout cas, c'est ce qu'on fait hein, quand quelqu'un il dit ouais, j'aimerais bien passer un petit peu plus du côté DevOps. Un des parcours de formation qu'on propose, c'est avec les référents techniques dont parlait Bastien, c'est justement la partie automatisation avec Ansible. Il y a d'autres questions pour l'instant? On donne, suite à la session, bien sûr, on va vous rappeler, etc., pour déjà avoir votre feedback et derrière, si vous voulez prolonger l'échange avec Bastien, avec Rami, avec Achille, c'est avec plaisir aussi pour vous en apprendre davantage aussi sur la manière dont ça fonctionne chez Synapsys. C'est ce qui nous donne envie justement de partager encore plus un petit peu tout ça, quoi. On arrive petit à petit sur la fin. Est-ce que vous voulez faire un tour de table justement sur un sujet vraiment un peu à retenir ou les conseils que vous donneriez ou un peu, voilà, en conclusion, qu'est-ce qu'on dirait par rapport à ces sujets-là? Alors moi, le sujet sur lequel je pense qu'on peut beaucoup parler, c'est l'IA. Comment se former, y compris avec l'IA, au quotidien. Je pense qu'il faut pas avoir peur de l'IA. Comme au début, on avait peur des calculatrices pour faire des calculs mentaux. Des calculs mentaux. La calculatrice est devenue maintenant quotidien. Pour moi, l'IA, c'est un excellent prof qui peut vous apprendre tout et notamment vous apprendre à automatiser les choses. Et roadmap.sh, donc roadmap, ROADMAP.sh. Vraiment excellent ce site. Ouais. Pour rebondir sur Rami, effectivement, l'IA peut nous aider beaucoup, mais aussi il ne faut pas se laisser dépasser par les technologies qui sont émergentes. Donc, il faut se former, il faut faire de la veille techno et prendre sur soi pour avancer dans un domaine qui nous intéresse, hein, que ce soit l'observability, le monitoring, l'automatisation, etc. Il faut vraiment prendre ce temps-là pour pouvoir se former, que ce soit avec des outils tels que Udemy, Open Classroom ou autres. Hein. Il y a tellement de plateformes possibles qui sont disponibles. YouTube. Et YouTube aussi. Oui. Maintenant, YouTube, c'est une mine d'or en termes de... Mine d'or aussi, oui. YouTube, j'allais dire Dailymotion, mais moins. Mais effectivement, faut se former, il faut faire de la techno, que ce soit les blogs, etc. Il y a énormément de blogs techniques qui sont intéressants et qui sont là pour nous aiguiller, quoi. Notamment pour les blogs techniques. Moi, je sais que je suis pas mal sur daily.dev où, du coup, alors c'est pas orienté uniquement dev. Il y a beaucoup de sujets système, beaucoup de sujets d'intelligence artificielle. Et en fait, c'est beaucoup d'articles qui paraissent, des gens qui veulent partager leurs connaissances, que ce soit sur du scripting, sur de l'IA, etc. Et c'est assez intéressant parce que du coup, on peut paramétrer du coup les sujets qui nous intéressent et avoir un flow quotidien
d'informations sur les nouvelles technologies et ça permet, par exemple, imaginons que vous aimez pas du tout Azure, vous préférez AWS, vous pouvez être informé au quotidien des avancées d'AWS, des nouveaux projets émergents qui vont venir. Et ça peut être assez intéressant pour du coup choisir un petit peu son parcours de formation en complément de roadmap dans les SH. Et Scaleway est un bon provider de cloud et pas très cher. Ça se dirait. Il y a une petite question. Est-ce que HashiCorp n'a pas trop de prédominance sur le marché des produits DevOps? Justement, la personne dit que les produits sont super bien, mais ils cherchent toujours des alternatives. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il y a un peu de monopole, effectivement. HashiCorp, il a complètement de monopole et c'est même un petit peu... d'un côté, c'est bien, c'est que on sait ce qu'il faut apprendre comme techno. Voilà, paf, tu vas sur HashiCorp et il y a la liste. D'un autre côté, quand l'outil n'est pas forcément adapté, c'est un peu chiant. J'aimerais bien avoir des alternatives. Je suis tout à fait d'accord. Mais il n'y en a pas des alternatives identifiées à ce stade ou... qui ont conquis le marché. Qui ont conquis le marché, non. Après, il y a beaucoup de solutions open source qu'on peut adapter pour correspondre à notre besoin. Il y a du Sol, du Puppet, du Chef, mais moi, c'est moins répandu. Et attention, parce que ça peut être marrant et ça peut répondre aux besoins, mais il faut pas oublier le staffing. Recruter quelqu'un qui a déjà fait du Terraform ou du Ansible, en fait, ça se trouve facilement. Trouver des ressources pour monter en compétences. Ne pas oublier vraiment la montée en compétences. C'est quelque chose qu'on sous-estime souvent. La montée en compétences sur du Terraform ou Ansible, il y a 10 000 trucs possibles. Vous n'aimez pas ce prof, vous prenez un autre. On a vraiment 10 000. Sur les autres technos, c'est un peu plus. Faut creuser, quoi. Comme tu disais, il faut aimer mettre les mains dans le cambouis. C'est vraiment, il y a moins de cours dessus, mais du coup, c'est plus du bricolage. C'est en ratant une centaine de fois qu'on va commencer à apprendre. Et après, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Moi, j'ai aussi un petit côté dev comme toi. Et du coup, quand je fais un code, 150 fois, il va bugger, et la 151e, il marche, quoi. Et là, du coup, bonheur absolu. Et donc, vous sécurisez vraiment du temps chaque semaine, chaque jour pour cette montée en compétences, pour cette veille, pour ces formations, ces auto-formations un peu que vous... parce que c'est quelque chose d'important. Personnellement, c'est quelque chose il y a 1 à 2 heures par semaine. 1 à 2 heures, toi? Moi, c'est quelque chose que j'aimerais... Ça dépend, en fait, de mon contexte au travail. Quand je suis full travail, j'ai pas le temps. Et du coup, des fois, je me fais des phases... là, c'est une phase de creux dans mon travail. Tiens, je vais me faire un jour ou deux. Et là, je regarde un petit peu. Les salons, tout ce qui est DevOps, etc., c'est topissime pour ce genre de choses. Franchement, c'est... Vraiment réussi. Quelle est la pire excuse qu'un développeur peut donner à un DevOps quand son code casse le pipeline CI/CD? Ça marche sur mon poste. Direct. Ça marche sur mon poste. Effectivement. Ça marche sur mon poste. Après, la première question, c'est t'as lancé tes tests? Direct. T'as lancé tes tests en local? Ouais, mais non, c'est long, ça prend du temps. Ok. Est-ce que tu as fait la vérification sur son RQ? Est-ce que tu as lancé il y a plein de choses à faire. Mais par contre, plutôt que de lui mettre la première pensée, c'est le clac, c'est non, plutôt comprendre pourquoi. Parce que le rôle du DevOps, du coup, à ce moment-là, c'est de réfléchir d'un point de vue organisation. Tiens, pourquoi le pipeline ne l'a pas détecté automatiquement? Pourquoi le pipeline ne l'a pas forcé à faire à lancer les tests, par exemple? Peut-être parce qu'il n'y a pas de test end-to-end, peut-être parce qu'il n'y a pas de test tout court. Ça, c'est pas bien, ça. Pas bien. Les tests, c'est... Un mot de la fin, peut-être? Si vous avez aussi d'autres questions ou un mot de la fin à nous partager, vous pouvez aussi, sur tout ce dont on vient parler, en fait, finalement, l'évolution du rôle du SysOps. Si on en revient à la question principale. Ouais, c'est vrai que SysOps dans l'environnement cloud, on en a parlé. Oui, bon, j'en ai parlé côté cloud privé. Ouais, cloud privé, super. On a encore quelques minutes, donc un tour de table, mot de la fin sur le sujet. Pour moi, le SysOps, il a la base, il a le cœur, je dirais pas la base. Il a le cœur, c'est la connaissance ligne de commande et savoir mettre les mains dans le cambouis. Après, c'est juste est-ce qu'il y a la volonté? Il n'y a pas forcément besoin, pas forcément d'obligation, pardon, mais ce qu'il veut apprendre des pratiques DevOps. Parce que c'est vrai que le monde évolue, les pratiques évoluent, les entreprises évoluent et tout. Et du coup, il va y avoir des besoins en DevOps. Il y en aura toujours en SysOps, mais il va y en avoir aussi en DevOps. Et le SysOps peut tout à fait devenir un DevOps. Pour moi, le SysOps, c'est un peu le DevOps, pardon, c'est plutôt une spécialisation d'un SysOps
donc qui souhaitent évoluer vers l'automatisation, vers la gestion d'infrastructure, le tout manager. Et c'est pas forcément un métier qui est très différent parce qu'au final, on va faire la même chose, mais d'une autre manière. Donc, c'est un prolongement du SysOps plutôt qu'un métier totalement différent. Tu le vois comme un prolongement du coup? Ouais. Ok. Et toi, Bastien? Bah, écoute, moi de mon côté, je suis plus que privé, donc j'ai un avis qui est un peu plus marqué, mais effectivement, le SysOps sera toujours là. Quoi qu'il arrive, on aura toujours besoin d'un SysOps, d'un gars qui va faire du serveur, qui va, alors que moi j'appelle ça, alors j'ai une jolie métaphore. Les serveurs, c'est des machines à laver et la charge de travail, c'est du linge. Et donc, on a juste besoin d'avoir une machine à laver qui lave du linge. Ouais. Mais dans tous les cas, il faut des gens pour faire fonctionner ces machines à laver. Tout ne sera jamais automatique, hein, pas totalement. On va changer les pratiques, effectivement, mais il y aura toujours besoin d'un humain derrière pour lancer les choses et être là aussi pour contrôler, parce que on sait bien de laisser la confiance automatique, mais voilà, ça marche pas forcément comme on veut à chaque fois, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence. C'était vraiment très, très sympa. Hyper dynamique, hyper collaboratif, etc. Donc, on vous rappellera pour un peu vos feedbacks. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi prolonger l'échange, mais voilà, on pourra en discuter. On essaiera de définir d'autres thématiques un peu de ce type-là, parce que je pense que vraiment, Oui. ça intéresse. Vous-même, n'hésitez pas à nous envoyer Ouais. des thématiques. Parce que là, je viens de penser, en fait, on n'a pas donné de référence, mais si vous voulez des références aussi, tout ce qui est Unicorn Project, le livre, The Phoenix Project, le livre aussi, tout ce qui est CALMS, C-A-L-M-S, si vous tapez ça sur Google, vous allez en trouver plein. Tout ce qui est Roadmap SH, encore. On va peut-être envoyer un petit document, un petit mail récap avec un petit peu les astuces, les tips à partager. Je pense que ça peut être intéressant, si ça intéresse. Ok, bah écoutez, merci beaucoup, merci à tous les trois, c'était top. Merci. Et merci à tous. Merci à vous à distance. Bonne journée, bon appétit. À plus tard. Allez, salut. Merci.